Les matins de France Culture, Guillaume Erner. En octobre 2020, la France était sous le choc après l'assassinat de Samuel Paty, un professeur d'histoire géo, par un jeune radicalisé islamiste d'origine caucasienne. Vendredi, presque 3 ans jour pour jour après cet attentat, un enseignant a de nouveau trouvé la mort dans l'attaque d'un lycée à Arras par un ancien élève, lui aussi radicalisé. Bonjour Bernard Rougier. Bonjour. Vous êtes professeur de civilisation arabe contemporaine à l'université de Sorbonne. On vous doit notamment les territoires conquis de l'islamisme aux presses universitaires de France. Que sait-on aujourd'hui sur cet autre attentat, sur le meurtre de Dominique Bernard, sur celui qui l'a perpétré ? On sait les éléments qui sont sortis dans la presse. Son origine tchétchène, son très jeune âge, une vingtaine d'années. Ses années d'études, il est en BTS en étudiant les combustions de moteurs, si j'ai bien lu. Il est fiché S, il est issu d'une famille salafiste. Son frère anime une chaîne Telegram et assume complètement son appartenance, sa sympathie pour l'organisation État islamique. Voilà les éléments qui ressortent. C'est un ancien de ce lycée. La famille est salafiste. Il n'y a aucun doute là-dessus. On sait aussi qu'ils pratiquent les sports violents, qu'il y a une violence familiale qui est entretenue. Et j'ajouterais, puisque on a finalement deux Tchétchènes avec l'assassin de Anzorov, l'assassin de Samuel Paty, qu'il peut y avoir une transmission de mémoire de guerre, en quelque sorte. Puisqu'on sait que chaque personne qui est exposée à un conflit violent a plus de chances lui-même de passer à la violence. Et ici, on peut imaginer, même s'il est né après les deux guerres de Tchétchénie de 94-96 et 99-2000, on peut estimer qu'il a été bercé dans son enfance par une atmosphère de conflit, un climat de conflit. Plus précisément encore, il s'agissait d'un ingouche, d'une famille ingouche. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça peut avoir une signification particulière ? C'est à la frontière de l'Ingouchie et la Tchétchénie. Ce sont des lieux dans le Caucase qui ont été totalement bouleversés par les deux conflits tchétchènes. Daghestan, Ingouchie, Tchétchénie, c'est la même zone de guerre au fond. Ici, c'est vraiment l'idée que ça soit une famille salafiste, c'est du salafisme djihadisme. Et c'était déjà un courant très présent, même si c'était combiné avec du nationalisme tchétchène pendant cette période. Mais on sait que la Tchétchénie a été aussi une zone où des volontaires se sont allés se battre, d'Al-Qaïda pour l'essentiel, dans les années 99-2000. Et alors, il y aurait une sorte d'ensauvagement, de mémoire de guerre, Bernard Rougier, pour ses enfants, petits-enfants, puisque donc, comme vous l'avez dit, lui n'a pas connu la guerre. C'est l'hypothèse qu'on peut poser, parce que là, ça fait deux cas. On sait qu'il y a dans le milieu tchétchène aussi du clanisme, de la religiosité. On n'en sait pas plus sur son écosystème, entre guillemets, mais on peut poser l'hypothèse d'une transmission d'une mémoire de guerre, au moins. Pourquoi ne pas retourner en Tchétchénie pour ces gens-là, puisque Kadyrov est très accueillant pour les djihadistes ? Parce que Kadyrov est issu d'un courant soufi qui a collaboré avec le régime russe. Et donc, il n'est pas question pour des éléments salafistes qui se réclament d'un islam des origines, de la pureté, de transiger avec un régime qui a travaillé avec la Russie et qui se réclame d'une version de l'islam, même si elle est également très conservatrice, qui n'est pas la leur, et auquel il serait immédiatement, très probablement, arrêté. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, il est possible d'essayer de construire par rapport aux fiches S, par rapport à ce que l'on sait de tous ces jeunes gens qui ont perpétré des attentats islamistes en France, une forme de définition, de prévision, imaginer qu'est-ce qui pourrait conduire à des passages à l'acte, Bernard Rougier ? C'est très difficile parce que quelqu'un peut passer à l'acte sans avoir été fiché S et de nombreux fichiers S ne passent pas à l'acte. C'est un instrument administratif, pour repérer des individus, garder un œil sur eux, une vigilance, mais ça n'a pas une valeur d'anticipation, même si là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est produit. Je pense que s'il faut, et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, c'est déjà de mieux spécialiser nos services de renseignement, d'insister sur la formation, sur la connaissance du terrain. C'est-à-dire spécialiser les langues, déjà, vous avez assez peu de gens qui connaissent les langues. Je ne parle même pas du russe ou de l'arabe.
qui ont une longue expérience. Souvent, les fonctionnaires restent pendant une période assez courte sur le terrain, qui ont une capacité de comprendre l'évolution, vous voyez, d'un groupe et la manière dont ce groupe, j'allais dire, retraduit l'actualité internationale, ici la situation à Gaza, en termes locaux. Alors les préfets, Bernard Rougier, vont passer au crible tous les 4 personnes suivies pour radicalisation avec, c'est une demande, hein, une attention portée aux jeunes hommes originaires du Caucase. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est toujours la même hypothèse. Cette fois-ci, on est entre guillemets sur la piste tchétchène, mais ça n'empêcherait pas quelqu'un qui n'est absolument pas de cet univers, mais qui a été socialisé d'une manière différente. Il ne faut pas non plus maintenant qu'on soit obsédé par la piste tchétchène. On peut poser des hypothèses, à dire chaque personne, encore une fois, exposée à la violence ou auquel une mémoire de violence a été transmise passera plus facilement, très probablement, à l'acte. Mais selon moi, ce sont davantage des milieux que des nationalités qu'il faut étudier. Voyez ? On a un double contexte aujourd'hui qui pourrait servir d'explication, à la fois donc le triste anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty dans des conditions identiques, peut-on dire, et puis bien sûr le conflit israélo-palestinien, le poids des deux, Bernard Rougier. C'est exactement la difficulté et c'est ce qu'il faut penser. C'est, j'allais dire, le temps oriental et le temps de nos sociétés. Et la manière dont des drames politiques et humanitaires sont retraduits en termes religieux sur le continent européen. La question de Palestine et Gaza est vue et recodée en quelque sorte comme étant la métaphore du malheur musulman. Comme si les Palestiniens, les souffrances palestiniennes étaient en quelque sorte l'expression miniaturisée des souffrances des musulmans partout dans le monde. Et c'est cette manière dont, vous savez, quand il y a eu la constitution des filières des buttes Chaumont, au tout début des années 2000. Il faut nous rappeler. Oui, la filière des buttes Chaumont, c'était une filière islamiste qui a socialisé les frères Kouachi, sous l'autorité d'un jeune mentor imam qui était Ferid Benyetou, mais il n'y avait pas que lui, il y avait d'autres jeunes qui sont aujourd'hui des imams importants parmi les influenceurs, qui ont organisé un groupe qui a facilité les départs vers l'Irak, notamment Boubacar el-Hakim, qui est devenu un cadre très important de l'organisation État islamique, qui a tué est probablement l'un des planificateurs des attentats du 13 novembre. Donc on a ce groupe, et ce groupe s'est constitué dans le 19e, 20e arrondissement, j'allais dire, par les images de la deuxième intifada, l'imminence de la guerre américaine en Irak, le mélange avec la loi sur le port des signes religieux en 2004, et toute cette actualité à la fois nationale et internationale a été recombinée, expliquée dans des termes religieux dans les mosquées. Et ça, c'est ce que j'appelle le recodage religieux d'une situation internationale. C'est vraiment les éléments qui peuvent provoquer des nouveaux groupes, de nouvelles tentations de violence à un horizon de 5-10 ans. Il y a peut-être aujourd'hui des enfants de 14-15 ans qui regardent ces images, qui se rencontrent à la mosquée, qui cherchent à expliquer ce qui se passe et qui vont ultérieurement structurer un groupe. Mais alors, est-ce que l'on peut imaginer que le Hamas, par exemple, Bernard Rougier, joue le rôle de ce que l'État islamique jouait il y a quelques années pour ces jeunes gens radicalisés ? Alors, tout est possible. Ce qui me frappe beaucoup, parce que je regarde beaucoup Al Jazeera, c'est de voir qu'il y a deux référentiels là qui se mettent en place. Du côté israélien, un référentiel 13 septembre Bataclan, c'est-à-dire l'horreur des massacres des 2 premiers jours, suscite une réaction qui fait que pour l'opinion israélienne et une partie de l'opinion mondiale, ce qui s'est passé ne s'inscrit pas dans les classiques affrontements israéliens-palestiniens. Et du côté palestinien, notamment du côté de la chaîne Al Jazeera, qui n'est pas une chaîne palestinienne, mais dans cette sensibilité-là, le conflit s'inscrit dans les conflits passés de manière plus amplifiée en quelque sorte. C'est une nouvelle guerre Gaza-Hamas-Israël ou Gaza-Israël, plus exactement dans la manière dont c'est présenté. Et on s'inscrit, l'intervention précédente faisait allusion à la Nakba, donc qui est dans le vocabulaire politique palestinien, la catastrophe de l'établissement d'Israël le 15 mai 48. Vous voyez, donc cette violence-là, elle est inscrite dans le référentiel du conflit israélo-arabe. Côté occidental, la violence est inscrite dans une violence terroriste qui frappe d'autant plus que les Américains et les Français l'ont vécu. Et donc on a ces deux formes de violence. Le Hamas, jusqu'à présent,
a utilisé les moyens de Daesh. Il n'y a pas de doute pour le 7 octobre, mais ça n'est pas Daesh non plus. Justement, quelles sont les différences selon vous? Parce que dès lors que le Hamas appelle à un djihad mondial, on a la sensation d'avoir affaire à des modèles voisins. Le grand risque, c'est que si la situation c'est-à-dire si on va dans l'escalade la plus totale, le Hamas, qui a jusqu'à présent toujours dit que sa violence serait limitée au conflit israélo-palestinien, pourrait l'étendre. C'est ça la différence. La différence, c'est déjà le cadre. C'est un mouvement qui garde malgré tout une dimension nationale. C'est déjà en partie faux, dès lors que des otages sont des otages français, par exemple, internationaux. Ça signifie qu'on est hors de ce cadre, non? Non, parce que de leur point de vue, ce sont d'abord des otages israéliens qu'ils voulaient négocier contre des prisonniers palestiniens. C'est comme ça qu'ils ont vu les choses, si vous voulez. Celui qui a Mohamed Daïf, c'est un homme qui aimait... L'un des chefs du Hamas. L'un des chefs du Hamas et des brigades Al-Qassam, c'est un homme qui aimait le théâtre. On n'aurait pas l'équivalent, si vous voulez, dans l'organisation État islamique. Pour prendre cet exemple un peu anecdotique, mais révélateur. Bernard Rougier, je rappelle, Les territoires conquis de l'islamisme aux presses universitaires de France, votre dernier livre. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On évoquera à la fois ce contexte terroriste en France, la guerre entre Israël et le Hamas, conflit israélo-palestinien. Vous serez rejoint par Frédéric Ancel, maître de conférence à Sciences Po. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Oui, la France sous le choc après l'assassinat d'un enseignant par un terroriste islamiste 3 ans après la mort dans un contexte similaire de Samuel Paty, et puis le monde sous le choc suite au conflit israélo-palestinien. Nous accueillons Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ancel. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur d'un atlas géopolitique d'Israël. Nous sommes en compagnie de Bernard Rougier, professeur de civilisation arabe contemporaine. On vous doit notamment Les territoires conquis de l'islamisme aux presses universitaires de France. Bernard Rougier, la France est devenue un symbole pour les islamistes? Depuis longtemps. Depuis longtemps, la laïcité est considérée comme une machine à détruire l'islam. Et donc, frapper la France, c'est frapper le projet d'émancipation républicain, l'idéologie des Lumières, etc. Tout ça est alimenté en plus par les lois jugées, entre guillemets, islamophobes. Donc oui, la France fait partie depuis longtemps d'une terre à combattre pour les islamistes. Frédéric Ancel, une dépêche est tombée il y a quelques minutes, une dépêche de Reuters. Les États-Unis, Israël et l'Égypte se sont mis d'accord sur la mise en place d'un cessez-le-feu dans le sud de Gaza, un cessez-le-feu qui coïnciderait avec la réouverture du point de passage de Rafah vers l'Égypte. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors d'abord, ça signifie que contrairement à ce que beaucoup d'observateurs avancent ces dernières années, le blocus israélien de Gaza existe, mais il est doublé d'un blocus égyptien. Donc ça, et on l'oublie trop souvent. Et aujourd'hui, en réalité, des centaines de milliers de réfugiés palestiniens n'ont qu'une seule possibilité géographique de sortie, c'est effectivement par le sud, donc par l'Égypte. Et ce fameux passage de Rafah. Le problème, c'est que le maréchal al-Sisi, qui est au pouvoir depuis 2013, qui a succédé sans aucun humour à un gouvernement dirigé d'ailleurs par Mohamed Morsi, qui lui-même était frère musulman, depuis combat très durement les frères musulmans. En Égypte, la plupart sont en prison. Or, il faut rappeler le lien entre... Oui, alors justement, le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans. Une branche radicale, on l'a encore vu évidemment le 7 octobre, enfin, on pouvait le savoir depuis l'établissement du Hamas à Gaza, d'ailleurs en 87-88, et sa charte qui dit pique-pendre, non seulement d'Israël, des Juifs, des francs-maçons, etc. Bon, dans un délire islamiste extrêmement violent. Que craint aujourd'hui le régime égyptien. Or, si des centaines de milliers de réfugiés palestiniens entrent dans le Sinaï égyptien, parmi eux, le maréchal al-Sisi craint comme la peste qu'il y ait des milliers ou des dizaines de milliers d'islamistes radicaux. Lequel Sinaï est d'ailleurs dans une situation sécuritaire trouble. Extrêmement trouble, puisqu'il y a quelques années de cela, depuis la bande de Gaza, des groupes djihadistes avaient franchi justement clandestinement le point de passage de Rafah, donc naturellement avec l'aide du Hamas qui dirige Gaza de manière totalitaire, et avaient abattu en plein Ramadan, au moment des prières du Ramadan, des policiers et des militaires égyptiens. Donc vous imaginez bien la crainte, la peur panique du régime égyptien vis-à-vis du Hamas. Bernard Rougier, les frères musulmans, comment vont-ils ? Comment se portent-ils ? Il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent donner à penser qu'avant le 7 octobre, ils étaient plutôt en perte de vitesse.
Ça dépend où. Si on parlait de l'Égypte, en Égypte, ils subissent une répression et ils sont plusieurs milliers dans les prisons. Dans la société française, ils ont des réseaux d'influence, une structuration, une invisibilité dans la mesure où on ne connaît très mal, une opacité plus exactement, on connaît très mal leur mode de fonctionnement. Parce que j'allais vous demander où se situait leur réseau d'influence en France. Ils sont en Europe, plus en Irlande, en Belgique. En France, ils ont des organisations qui se revendiquent très clairement, même s'ils ne le disent pas. Des figures de proue ? Oui, bien sûr. Hassan Iqiyoussen, c'était une des figures de proue du mouvement, qui est maintenant en Belgique, qui a quitté la France dans les conditions obscures que nous connaissons. Ils ont des réseaux, des centaines de mosquées, mais vous voyez, ils ne disent pas qu'ils sont frères musulmans. Ils disent qu'ils sont musulmans, tout simplement. Mais ils promeuvent, en quelque sorte, ils ne promeuvent pas la violence du tout, mais une subversion, une transformation lente et sûre. Ils ne la promeuvent pas, dans la Bernard Rougier, parce que, évidemment, cela leur posera des problèmes immédiats, mais ils n'en pensent pas moins ou... Non, c'est plus subtil. C'est qu'il faut transformer les institutions pour les adapter à leur agenda et à leur conception de l'islam. Ils veulent peser, ils veulent devenir un lobby et ils veulent diriger un collectif qui serait les musulmans en France. Alors, leur association s'appelle Musulmans de France et en fait, ils sont dans un modèle multiculturel et communautaire. Aujourd'hui, donc, une trêve aurait été décidée. Et Frédéric Ancel, à quoi cette trêve peut-elle servir ? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'il y ait des Gazaouis réfugiés en Égypte, dans le Sinaï ? Oui, à titre provisoire, bien évidemment. Et là, on reconnaît la patte des pressions américaines sur l'Égypte. Il faut rappeler que l'Égypte est grassement financée par les États-Unis depuis les accords de paix de Camp David de 1978. D'ailleurs, Israël l'est aussi au même titre. Et les pressions américaines sur l'Égypte, pour le coup, sont extrêmement fortes, de façon à ce que l'Égypte laisse passer effectivement quelques dizaines, peut-être quelques centaines de milliers de réfugiés à titre non seulement provisoire, mais soutenu par la communauté internationale. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le Sinaï est une terre extrêmement aride. Enfin, les infrastructures y sont très très peu développées, et la seule véritable ville qui se trouve à une quarantaine de kilomètres de cette fameuse frontière, c'est El Arish. Et si vous voulez, c'est pas Hong Kong. Donc les infrastructures ne sont absolument pas adaptées pour recevoir des centaines de milliers de personnes. Mais alors, justement, parce que l'une des craintes des Palestiniens pourrait être qu'il y ait une évacuation de Gaza vers le Sinaï et que les Israéliens en profitent pour coloniser, pour être à nouveau présents de manière permanente à Gaza, et que cette évacuation ne soit pas une évacuation temporaire, mais une évacuation définitive comme en Cisjordanie, Frédéric Ancel. Alors c'est une crainte qui repose sur de l'illusion, ne serait-ce que parce que les Israéliens ont été, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, vaccinés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Israël, vous ne trouvez pas de parti politique, vous trouvez certaines personnalités à l'extrême droite de la vie politique israélienne, c'est vrai, extrêmement minoritaires. Qui veulent s'emparer de Gaza comme du reste du territoire Grand Israël. Oui, mais alors ils sont extrêmement minoritaires, et aujourd'hui, jusque y compris à la droite nationaliste du Likoud, plus personne ne veut s'installer à Gaza. C'est pour ça que je vous parle d'un caractère très provisoire, finalement très militaire, de cette évacuation possible via l'Égypte, en attendant que les Israéliens, que l'armée israélienne, alors là pour le coup effectivement c'est son but de guerre, désarme le Hamas dans la bande de Gaza. Bernard Rougier. Oui, je pense que ça impliquera une intervention terrestre qui a pour ambition de couper Gaza en deux. Et c'est dans la ville de Gaza, on parle de la bande de Gaza, la ville de Gaza est au nord, que l'armée israélienne va chercher à pourchasser et à éliminer les éléments du Hamas qui sont installés de manière souterraine, etc. La grande crainte, en effet, côté égyptien, qui a une certaine, non seulement qui est en guerre contre les islamistes des frères musulmans, mais la société égyptienne, on ne le dit pas souvent, n'aime pas les Palestiniens. Il peut y avoir des solidarités exprimées publiquement, et au regard du traitement des Palestiniens dans la société égyptienne, vraiment un traitement très très dur. Et donc ils ne souhaitent pas avoir des réfugiés. Quand on regarde Al Jazeera, la chaîne en arabe, on voit tout le temps l'idée que si jamais Rafah est ouvert, et pour des raisons humanitaires, une partie de la population va au Sinaï, c'est à nouveau un problème de réfugiés qui va se créer. On dira provisoirement, et on dira provisoirement comme au Liban ou ailleurs, où ils sont là depuis plus de 60 ans. Donc il y a une énorme crainte et des pressions américaines, Frédéric Ancel a raison, pour ouvrir un couloir humanitaire, permettre à la population d'aller dans le Sinaï, et d'énormes pressions sur l'Égypte.
Frédéric Ancel. Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Bernard Rouget sur le traitement des Palestiniens en Égypte. Il n'est guère plus favorable au Liban, en Syrie où au début de la guerre civile en 2012-2013, un ancien grand camp de réfugiés palestiniens devenu une grande banlieue en fait de Damas a été littéralement martyrisé par l'armée d'Assad et un traitement à peine meilleur. Alors en Jordanie notamment dans les années 70-80, on se souvient de Septembre Noir. Ça signifie que les Palestiniens vivent une véritable tragédie, mais pas seulement sur leurs territoires originels, mais dans l'ensemble du Proche-Orient. La distinction entre le sud de Gaza et le nord de Gaza, puisque s'il y a une trêve, donc cette trêve, elle ne touche que le sud du territoire palestinien. Pourtant, les tunnels qui pourraient être l'un des buts de guerre, c'est-à-dire ces tunnels qui sont donc dans le sous-sol évidemment de Gaza et qui serviraient notamment au transport d'armes, ils sont aussi bien au sud qu'au nord. Oui, et d'ailleurs le territoire est extrêmement petit. Là, on parle de 360 km². Enfin, c'est minuscule. C'est à peine plus grand que Paris. Vous avez 9 km de la mer à Israël au milieu de la bande de Gaza, et sur du nord au sud, vous avez 35 km. Donc tout ça est extrêmement petit. Donc je pense que la partie nord, qui manifestement devrait être militairement investie et fouillée effectivement par Israël dans les prochains jours, à mon sens, c'est qu'une première étape. Il n'est pas imaginable que les Israéliens s'arrêtent là, puisque bien évidemment, une grande partie des infrastructures militaires du Hamas est en train d'être transférée au sud. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme but de guerre? Parce que on a la sensation, Frédéric Ancel, que l'une des stratégies peut-être les plus évidentes du Hamas était d'entraîner Israël dans la bande de Gaza et, semble-t-il, Israël va donner satisfaction au Hamas sur ce point? Oui, ça ressemble à ça. On a affaire à une politique du pire du Hamas, qui a toujours été jouée, y compris d'ailleurs pendant le processus d'Oslo, qui était un processus de négociation entre l'OLP à l'époque et un gouvernement israélien qui pour le coup était de gauche, n'était pas d'extrême droite. Et le Hamas déjà perpétrait des attentats monstres pour contribuer, malheureusement il a assez largement réussi, à casser le processus de paix. Par ailleurs, je pense que le but de guerre d'Israël peut être double. Si le but de guerre d'Israël c'est d'anéantir le Hamas, la guerre est perdue pour Israël. Ehud Olmert, Premier ministre israélien en 2006, lors de la guerre contre le Hezbollah, avait dit le premier jour « Nous n'arrêterons pas la guerre tant que le Hezbollah ne sera pas anéanti ». À la fin de cette phrase, la guerre était perdue parce que vous ne pouvez pas anéantir un mouvement lié à toute une série de représentations qui distribue aussi bien de la soupe populaire qu'il envoie des missiles sur Israël. En revanche, si le but de guerre israélien est plus intelligent en quelque sorte et plus tactique, consistant seulement, entre guillemets, à désarmer le Hamas, et notamment à l'empêcher de continuer à propulser des missiles sur Israël, là, je pense qu'effectivement, l'essentiel des buts de guerre d'Israël sera atteint. Mais à quel prix humain des deux côtés? Et à quel prix? Je ne le sais pas, mais à un prix de toute façon, mécaniquement extrêmement lourd. Mais est-ce que la société israélienne est prête à le payer avec donc des soldats, 360 000 réservistes qui sont pour beaucoup de jeunes adultes qui ne sont pas des professionnels, et puis de l'autre côté l'opinion internationale qui voit avec horreur ces bombardements à Gaza? Je vous dirais que le paradigme a changé. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la société israélienne est extraordinairement favorable à la der, comme on dirait en France. C'est-à-dire qu'elle est prête à faire des concessions sur la vie de ces soldats, peut-être même des otages, à condition qu'il n'y ait plus de prochaine guerre avec le Hamas. Et juste d'un mot, si vous permettez, ce paradigme a changé parce que le Hamas a changé de paradigme. Cette fois-ci, le 7 octobre, il n'a pas mené une opération militaire classique, il a perpétré un gigantesque pogrom. Et de ce point de vue-là, toute la société israélienne, de l'extrême droite à l'extrême gauche, est unie pour tenter de désarmer définitivement le Hamas. Bernard Rougier, mais justement, c'est ça qu'on a du mal à comprendre, ce pogrom qui a révulsé jusqu'aux partisans de la paix en Israël. À quoi sert-il si le Hamas n'avait touché que des buts de guerre? Probablement la réponse internationale, l'opinion internationale eût été différente. Alors pourquoi se lancer dans une telle violence? C'est la grande question. C'est qu'est-ce qui s'est passé exactement le 7 octobre? Et pourquoi le Hamas a conduit une opération qui n'était pas seulement militaire, mais aussi terroriste? Pourquoi avoir laissé une journée ou 2 journées de massacre de populations civiles? Alors là, il y a des indices, si vous voulez. Il y a des groupes djihadistes dans la bande de Gaza et ils sont souvent constitués par des anciens des brigades Azz-e-Din al-Qassam. Ce sont des djihadistes qui avaient pris Gilad Shalit et ensuite qui l'ont rendu au Hamas, qui a négocié après sa libération. Gilad Shalit
était un soldat, et dans ce israélien qui est resté contexte-là... 5 ans en détention, absolument. Il y a ici quelque chose que j'arrive mal à comprendre. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Quand j'ai fait des recherches au Liban, j'ai rencontré et en Égypte, j'ai rencontré beaucoup de militants du Hamas. Jamais j'ai entendu l'idée qu'ils vont se livrer à des massacres s'ils en ont la possibilité. Ils ont toujours défini leurs termes en but militaire. Une hypothèse à vous soumettre, Bernard Rougier, si le Hamas était devenu un mouvement millénariste, puisque le pire est... Certains, quoi qu'on en pense, le pire, ça peut servir justement à un mouvement messianique qui pense que finalement l'apocalypse est une bonne solution. Très honnêtement, je ne connais pas ici le processus de décision. Ce qui s'est exactement passé à l'intérieur du bureau politique, qui a pris cette décision. Mohamed Daïf, le chef des brigades Al-Qassam, certainement. On parle beaucoup du rôle de Yahya al-Sinwar, quelqu'un qui connaît très bien la société israélienne et qui a su trouver le bon moment pour intervenir. Le risque, si vous voulez, le risque de l'escalade, c'est de voir qu'au fond, se nourrir un réflexe de solidarité avec le Hamas, que c'est toute la bande de Gaza et tous les groupes, pas seulement le djihad islamique, mais aussi les groupes de la gauche palestinienne qui affronteraient à ce moment-là Israël, et que le Hamas aurait réussi aussi à déplacer la guerre en Cisjordanie, parce qu'en Cisjordanie, la situation est extrêmement tendue, et il se peut à ce moment-là qu'on ait un basculement de violence qui passe également dans les territoires de Cisjordanie. Frédéric Ancel, parmi les révélations apparues donc après le 7 octobre, un article notamment de Ronen Bergman dans le New York Times, un grand spécialiste du renseignement israélien, qui explique à quel point les défenses israéliennes ont été enfoncées par le Hamas, à quel point le Hamas était bien renseigné des infrastructures, par exemple une infrastructure militaire qu'il a pénétrée le 7 octobre. Ce qui pourrait expliquer son renseignement, c'est le fait qu'il y ait eu des opérations de piratage, par exemple, de systèmes de sécurité, de systèmes informatiques. Est-ce que l'on peut imaginer qu'il y ait aujourd'hui une fin de la suprématie israélienne dans la région sur le plan militaire, que la puissance israélienne ne soit pas aussi importante qu'on aurait pu le croire auparavant ? Alors d'abord, il n'y a pas d'infaillibilité, ni sur le plan politique, ni sur le plan militaire. Et les Israéliens l'avaient déjà démontré il y a 50 ans, presque jour pour jour, au début de la guerre du Kippour, finalement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le Hamas a bénéficié de toute une série d'avanies, d'erreurs, qu'une commission d'enquête israélienne, qui sera mise évidemment sur pied bientôt, devra expliciter. Et du côté israélien, la presse, que vous la citez à juste titre, mais également les officiers, les simples soldats, les citoyens de manière générale, de droite comme de gauche, peu importe, considèrent que le gouvernement a été en dessous de tout. Et de fait, aujourd'hui, la grande majorité des Israéliens... Mais l'armée aussi peut être en dessous de tout. Mais alors attention, le problème, c'est que l'armée, elle fait ce qu'on lui dit de faire. Non, mais si, par exemple, il y a eu des failles de renseignement importantes. On a vu, par exemple, un terroriste du Hamas avoir le plan d'un complexe militaire israélien. C'est assez inquiétant pour Israël. Ah oui, non, mais complètement, bien sûr. Non, mais qu'il y ait eu faillite du renseignement militaire, ça, c'est une évidence. Après, faillite, pourquoi ? Est-ce qu'on n'a pas demandé à l'armée et au renseignement de s'intéresser davantage à d'autres questions, que ce soit le Hezbollah, l'Iran peut-être, la Cisjordanie avec l'autorité palestinienne, que sais-je encore. Mais en réalité, ces gens-là, ils font, avec les moyens et surtout avec les recommandations que le pouvoir politique leur dit de faire. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, la grande majorité des Israéliens, jusque y compris à droite de l'échiquier politique, considèrent que ce gouvernement et ce Premier ministre sont absolument en dessous de tout. Ouverture d'un autre front, d'un nouveau front. Est-ce que l'on peut imaginer que le Hezbollah entre dans la danse, Bernard Rougier ? On peut l'imaginer. Est-ce qu'il le fera ? Tout dépendra du degré des destructions, des affrontements, de la mobilisation générale en milieu dans le monde musulman et arabe qui pourrait l'entraîner. Je pense que jusqu'à présent, il va mesurer au maximum les conséquences d'une possible intervention et qu'il ne la souhaite pas. Mais il y a un moment, d'abord il y a des logiques de guerre, il peut y avoir des emballements qui dépassent les acteurs, on a connu ça à de nombreuses reprises, et on ne sait pas ce qui peut se passer. Je crois qu'ils ne le souhaitent pas parce qu'ils veulent, évidemment, il y a eu dans les affrontements passés, le Hezbollah n'est pas nécessairement intervenu, mais si jamais il y a un degré tel qu'il met en cause sa légitimité d'organisation islamiste souhaitant la libération de la Palestine et de Jérusalem, il sera obligé d'intervenir. Frédéric Ancel,
il pourrait intervenir avec 2 porte-avions américains, parce qu'il y en avait un, il y en a un second qui vient d'arriver sur cette zone, avec le but évident de dissuader les acteurs régionaux de trop s'emballer. Oui, à commencer par un pays qu'on oublie trop souvent, qui est la Russie. Enfin, à quelques dizaines de kilomètres, à une centaine de kilomètres, vous avez une base aéronavale, donc à Tartous, en Syrie. Tout ça, c'est très petit, on est sur des territoires extrêmement petits. Et donc, il s'agit pour les Américains de dire à la Russie, vous ne bougez pas sur cette histoire-là. Et pour l'instant, d'ailleurs, ça marche extrêmement bien. Il s'agit aussi de alors, dire... est-ce que ça peut continuer avec l'Iran, sachant que l'Iran a aussi une légitimité à défendre éventuellement? Alors, moi, je serais très prudent sur la possibilité pour le Hezbollah d'ouvrir un second front. En réalité, l'Iran, comme le Hezbollah d'ailleurs, et je le dis depuis de nombreuses années, sont gouvernés par des fanatiques, mais pas par des imbéciles. Et ce sont des gens qui jaugent les rapports de force avec une très grande finesse. Prenez le cas de l'Iran. La République islamique est au pouvoir depuis 1979. Jamais une seule fois, l'Iran n'a attaqué directement Israël sur son sol. Croyez-moi, sur le plan balistique, ils en ont largement les moyens. Mieux que ça, ou pire que ça. Le Hezbollah, dans sa guerre de 2006 contre Israël que j'évoquais tout à l'heure, au fond, on n'est pas vraiment certain que le Hezbollah ait voulu une véritable guerre. Donc, ouvrir un autre front par procuration, pourquoi pas. Soutenir le Hamas symboliquement, comme d'ailleurs le Hezbollah l'a fait lors des 3 précédentes guerres Israël-Hamas, oui, mais davantage, je n'en suis pas certain. Alors, 2 fronts, vous n'y croyez pas? 3 fronts, parce qu'il y a aussi la possibilité pour le Hezbollah, directement, indirectement, d'ouvrir un autre front avec le Golan, région que vous connaissez bien, Frédéric Ancel. Oui, alors sur lequel j'ai pas mal écrit, sauf que justement, le Golan, et comme le dit mon maître en géopolitique Yves Lacoste, la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Et le Golan, pour le coup, c'est un bastion très puissant en faveur d'Israël. Le Hezbollah a un agenda intra-libanais. Il a un agenda syrien. Bachar el-Assad qui voit au sud du pays... Le Golan est perçu comme un territoire occupé par la Syrie. Qu'il le soit perçu, ça c'est une chose. Mais enfin, qu'il soit annexé, défendu par Israël, c'en est une autre. Ce que je veux dire, c'est que le Hezbollah, aujourd'hui en tout cas, dans cette phase-là, où le gouvernement israélien s'est doté, enfin s'est laissé les mains totalement libres, soutenu par les États-Unis et encore par l'Europe pour l'instant, pour en finir avec la militarisation du Hamas, je ne suis pas certain que ce soit le bon moment pour le Hezbollah d'ouvrir un second front, parce que le risque de subir des coups rédhibitoires, il existe aujourd'hui. Pourtant, dans les opinions publiques arabes, et j'ai envie de dire musulmanes, puisque je voyais par exemple ce qui se déroule au Pakistan, Bernard Rougier, il n'y a pas de doute sur le fait que la Palestine est redevenue le centre de l'attention et que la destruction d'Israël, puisque pour le Hamas, il ne s'agit évidemment pas de trouver un compromis, la destruction d'Israël est un but largement populaire. C'est la catastrophe régulière, c'est-à-dire de voir un conflit politique, territorial, avec sa profondeur historique, transformé en symbole, et transformé en symbole religieux, où n'importe qui va s'inviter dans ce conflit et commettre un acte terroriste pour venger les habitants de Gaza. C'est la capacité des acteurs religieux à transformer en symbole simplifié, en quelque sorte, un conflit complexe. Et c'est le drame que chaque fois ce conflit génère à l'échelle mondiale. Frédéric Ancel, un mot de conclusion. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'intervention israélienne à Gaza. Est-ce que celle-ci va se faire longtemps attendre? Est-ce qu'on est sur une échelle de temps plus brève? Plusieurs jours ou plusieurs semaines, le ministre de la Plusieurs Défense... semaines. Ah, c'est possible. Le ministre de la Défense israélien, il y a quelques jours, a dit quelque chose passé tout à fait inaperçu qui me paraît intéressant. Il a dit « Nous allons abolir le temps à Gaza ». Ce qui signifie que les pressions ou les recommandations diplomatiques, cette fois-ci, ne joueront pas aux yeux du gouvernement israélien. Bernard Rougier, les territoires conquis de l'islamisme aux presses universitaires de France. Frédéric Ancel, Atlas géopolitique d'Israël, aux éditions Autrement.